C'est une claque. Une véritable onde de choc qui laisse le souffle coupé et le cœur en miettes. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, cette œuvre est un chef-d'œuvre absolu de l'émotion. Il s'agit de L'ami retrouvé, écrit par Fred Ullman. C'est une plongée vertigineuse dans la fragilité des liens humains face à la machine broyeuse de l'histoire. Une autopsie de l'amitié trahie par l'idéologie. Dévastateur. Au centre de tout, Hans Swarz, un adolescent de 16 ans, solitaire, romantique, qui ne cherche qu'une chose au monde, un ami pour qui il donnerait sa vie. L'histoire nous jette directement dans une salle de classe étouffante à Stuttgart en février 1932. Tous les regards braqués sur un mystérieux nouvel élève à l'allure de prince. C'est l'histoire d'un frère d'âme qui se métamorphose sous nos yeux en un parfait et glacial étranger. C'est terrifiant de voir comment un lien si pur peut se désintégrer, n'est-ce pas? Et tout cela se joue sur une toile de fond où un pays entier bascule dans la folie nazie, où un simple regard détourné devient une question de vie ou de mort. Décortiquons un peu tout ça. Pour vraiment comprendre l'impact de ce récit, il faut s'arrêter sur le contexte de ce début d'année 1932. La République de Weimar est à bout de souffle. L'Allemagne est rongée par la crise économique. Ouais, le chômage de masse, la misère. Voilà, le chômage, la tension politique extrême dans les rues. Mais à l'intérieur de ce lycée prestigieux de Stuttgart, le Karl Alexander Gymnasium, on a l'impression d'être dans une bulle complètement intemporelle. Les professeurs sont vieux, fatigués, ils enseignaient le latin et le grec, comme si le monde extérieur n'existait tout simplement pas. Et les élèves, eux, portent des vêtements souvent usés, rapiécés à cause de la crise. Et c'est dans cette routine grise et un peu poussiéreuse que les portes s'ouvrent un matin. Et là, c'est l'apparition Konrad von Hohenfels entre dans la classe. L'allure, la prestance, l'élégance naturelle. Ces vêtements sont d'une coupe impeccable. Ils dégagent une aura qui fige instantanément la pièce entière. Konrad, c'est pas juste un adolescent un peu plus riche que les autres. Non, c'est l'aristocrate protestant par excellence. On parle d'une famille dont la lignée remonte au XIIe siècle, quoi. Il y a des ancêtres Hohenfels qui ont donné leur vie pour l'empereur germanique, d'autres qui sont tombés dans les tranchées de Verdun. Il porte littéralement le poids mythologique de l'histoire allemande sur ses épaules. Et tout au fond de la classe, il y a Hans, le fils d'un médecin juif de la bourgeoisie moyenne. Et Hans l'observe avec un mélange de fascination absolue, de curiosité et presque de terreur sociale en fait. Ce qui est fascinant dans l'approche psychologique, c'est la façon dont on capture l'adolescence. À 16 ans, on traverse souvent cette phase où on rejette totalement la superficialité. Hans regarde ses camarades de classe et il s'ennuie profondément. Il ne voit que de futurs banquiers, de futurs notaires, des destins prévisibles. Lui, c'est un rêveur. Il a une vision de l'amitié qui est totalement idéalisée. Il cherche pas un copain pour échanger des billes ou jouer au football le week-end. Il cherche un idéal romantique. Absolument. Quelqu'un pour qui il pourrait littéralement sacrifier sa vie. C'est la quête absolue du frère d'âme. Et quand Konrad fait son entrée, avec tout son mystère et son silence très élégant, il devient immédiatement la toile vierge sur laquelle Hans projette tous ses fantasmes. Mais la distance sociale entre eux semble totalement infranchissable au début. Et c'est là que ça devient d'une justesse et d'une maladresse tellement touchante. Hans veut désespérément attirer l'attention de ce garçon inaccessible, mais il n'a aucune idée de comment s'y prendre. C'est le comportement typique de l'adolescent qui perd tous ses moyens, ouais. C'est ça. Il élabore des petits stratagèmes pathétiques, tu vois. D'abord, il essaie d'être le premier de la classe. Il lève la main, il répond aux questions des professeurs avec un brio exagéré, en espérant croiser le regard de Konrad. Mais ça donne rien. Konrad reste de marbre. C'est la fameuse parade nuptiale de l'amitié adolescente, quoi. On essaye de briller pour exister aux yeux de l'autre. Et comme l'intellect ne suffit pas, Hans passe à l'action physique. Et c'est presque comique. Il y a ce cours de gymnastique avec un professeur terrifiant qu'il surnomme Max les biceps. Hans n'est pas du tout un grand sportif à la base. Mais sous les yeux de Konrad, il se lance soudainement dans des figures incroyablement dangereuses aux barres parallèles. Il prend le risque de se briser le cou, littéralement. Ouais, tout ça pour une fraction de seconde d'admiration. C'est dire l'intensité de son besoin d'être marqué. Et finalement, c'est pas le sport qui marche. Il trouve la faille grâce à sa collection de pièces de monnaie grecques anciennes. Ah oui, les pièces. Il les apporte en classe, il fait semblant de les examiner avec l'air d'un grand expert distrait, et là ça fonctionne. Konrad, intrigué, s'approche pour regarder. C'est le moment précis où le fil invisible se tend entre eux.
Si cet appât intellectuel fonctionne, c'est parce que Conrad, sous son vernis d'aristocrate intouchable, cache une sensibilité très similaire en fait. Il partage cette même solitude profonde. Mais la danse est super chaotique. Après cette brève interaction autour des pièces, Conrad redevient complètement froid et distant les jours suivants. Il laisse Hans dans une angoisse absolue. Psychologiquement, c'est le vertige de la première connexion intime. On avance d'un pas, on recule de deux, par pure terreur d'être rejeté. C'est très humain. Jusqu'à ce fameux 15 mars. Hans rentre de l'école. Il marche dans la rue et il aperçoit Conrad un peu plus loin devant lui. Conrad marche très lentement, de manière délibérée. De toute évidence, il l'attend. Il a préparé son coup. Exactement. Et Hans n'ose même pas le dépasser. Il a le cœur qui bat à tout rompre. Et là, Conrad s'arrête, se retourne, lui sourit avec une hésitation merveilleuse, lui tend la main et dit simplement « C'est toi, Hans ». C'est magnifique, comme moment. À partir de là, ils marchent ensemble pendant 1 heure. C'est l'euphorie totale. Hans rentre chez lui en courant à travers la ville, il rit tout seul dans la rue, il se sent invincible. Mais la nuit tombe, et la paranoïa adolescente prend le relais. Et s'il regrettait? Et si tout s'évaporait le lendemain matin en arrivant au lycée? Cette peur panique de perdre ce qu'on vient à peine de trouver. Mais heureusement pour lui, le lendemain, la connexion est solide. Et c'est le début de la construction de leur sanctuaire intime. Il est crucial de s'attarder sur la nature de ce qu'ils bâtissent ensemble. Parce que la tragédie qui frappe plus tard n'est si puissante que parce que leur bulle initiale est d'une pureté absolue. Mais, et c'est le grand drame, c'est une bulle totalement hermétique, complètement déconnectée de la réalité du monde qui est en train de s'effondrer juste sous leurs pieds. Leurs week-ends sont magiques. Ils quittent la ville pour explorer la forêt noire, ils dorment dans de vieilles auberges de campagne, ils marchent pendant des heures dans la nature, ils récitent des poèmes de Friedrich Hölderlin face à des ruines de châteaux médiévaux. C'est le romantisme à l'état pur. Et le choix de Hölderlin n'est pas anodin du tout, tu vois. C'est l'un des plus grands poètes romantiques allemands. Le fait que ces deux adolescents, l'un juif, l'un aristocrate protestant, se retrouvent autour de cette poésie montre à quel point ils sont tous les deux profondément enracinés dans la même culture germanique. Ils partagent la même âme, la même identité profonde. C'est ça. Ils ont aussi ces immenses discussions existentielles. L'histoire raconte un moment charnière. Un incendie tragique éclate dans une maison voisine de celle de Hans. 3 jeunes enfants meurent brûlés vifs. C'est épouvantable. Ça déclenche chez eux une crise métaphysique majeure. Hans est révolté. Il rejette immédiatement l'idée qu'un Dieu bienveillant puisse exister, s'il permet une telle atrocité. Il se tourne vers l'astronomie, l'immensité de l'univers et l'insignifiance totale de l'être humain. Alors que Conrad, de son côté, est ébranlé, mais essaye de s'accrocher à sa foi. Il cherche des réponses auprès de son pasteur, mais il revient complètement bredouille. Ce questionnement prouve la maturité de leur lien. Ils ne parlent pas de banalité, ils essayent de donner un sens à la souffrance. Et ça nous amène à observer le monde des adultes qui les entourent. L'ironie y est tragique. Bah oui, parce que pendant que ces deux garçons philosophent sur l'univers, le paysage politique allemand se fissure de toutes parts. On voit apparaître des croix gammées sur les murs de Stuttgart. Les affrontements politiques de rue deviennent monnaie courante, et face à ça, le déni absolu des adultes est terrifiant à observer. Il faut absolument parler du père de Hans. Oh oui, le père. Quel personnage! C'est l'un des personnages les plus bouleversants du récit. C'est un homme d'une droiture incroyable, un médecin respecté par toute la ville, mais surtout, c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il a combattu dans les tranchées, il a été décoré de la Croix de fer de première classe pour sa bravoure. Il a vu ses amis mourir pour l'Allemagne. Ouais. Dans son esprit, il a payé son droit d'appartenance à la nation avec son propre sang. Il est inébranlable là-dessus. C'est très fort. Il y a cette scène incroyable où un membre du mouvement sioniste vient frapper à sa porte. À cette époque, le sionisme prônait l'idée que les Juifs devaient quitter l'Europe pour fonder un État en Palestine, car l'assimilation était selon eux une illusion. Et le visiteur vient mettre le père de Hans en garde contre la montée d'Adolf Hitler. Et la réaction du père est stupéfiante. Il se met dans une colère noire. Il le met quasiment à la porte. Pour ce père, le nazisme n'est qu'une maladie de peau passagère. C'est le terme. Une simple fièvre due à la crise économique qui va disparaître dès que le chômage baissera. Il se définit comme un Allemand d'abord, un Souabe ensuite, profondément attaché à sa région, et seulement en dernier lieu comme un Juif. C'est insoutenable de l'entendre parler avec tant de certitude quand on connaît la suite de l'histoire. On a envie de lui crier de fuir.
Mais son déni n'est pas un manque d'intelligence. C'est l'incapacité psychologique fondamentale d'un patriote à imaginer que la patrie pour laquelle il a failli mourir puisse soudainement décider de l'exterminer. Ses médailles militaires, son statut de médecin, il voit tout ça comme une armure impénétrable. C'est ce concept d'assimilation poussée à l'extrême qui rend l'effondrement à venir si cruel. Et cet effondrement de leur monde, il commence pas par des grands discours politiques. Il s'insinue d'abord dans la sphère très intime, à travers un malaise grandissant lié à leurs invitations respectives. La confrontation des deux milieux. Exactement. Au bout d'un certain temps, Hans franchit le pas et invite Conrad à venir chez lui. Et l'expérience est un désastre silencieux. La mère de Hans est chaleureuse, elle essaie de bien faire, mais le père, ce médecin d'habitude si digne, si cultivé et fier, perd totalement ses moyens. Il est complètement intimidé. Recevoir le fils d'une illustre famille aristocrate sous son toit, qu'il devient méconnaissable. Il se met quasiment au garde à vous. Il clique des talons en saluant Conrad. Il adopte une posture militaire absurde et commence à énumérer des noms de nobles qu'il a vaguement soignés ou croisés pendant la guerre, juste pour se donner de l'importance. La honte que ressent Hans à cet instant précis est viscérale. Pour un adolescent, voir ses parents se ridiculiser, c'est toujours difficile, mais ici, c'est vécu comme une trahison intime. Hans voit son héros de père se transformer en une caricature de bourgeois obséquieux. Ça brise quelque chose en lui. Absolument. Ça révèle brutalement la barrière invisible des classes sociales. Une barrière que le père, malgré tout son patriotisme, a totalement intériorisée. Il se sent inférieur. Conrad, qui a une grande intelligence émotionnelle, sent parfaitement le malaise. Il se retire doucement, avec politesse, mais la première fissure dans leur amitié vient d'apparaître. Et la situation s'inverse quelques semaines plus tard. C'est au tour de Conrad d'inviter Hans. Hans s'y rend avec une appréhension folle, la peur au ventre à l'idée de rencontrer les parents de cette dynastie redoutable. Il franchit les immenses grilles en fer forgé du domaine. Il pénètre dans cette demeure colossale. C'est un musée rempli d'armures et de tableaux. Mais il y a un détail perturbant. La maison est totalement vide. Pas de domestique en vue, pas un bruit, et surtout pas de parents. Juste un silence écrasant. Et le schéma se répète, tu vois. À chaque fois que Conrad l'invite, la maison est déserte. Et un jour, en marchant dans un couloir, dans l'entrebâillement d'une porte entr'ouverte, Anne aperçoit quelque chose qui lui glace le sang. Le portrait ? Ouais. Sur un bureau bien en évidence, un portrait encadré d'Adolf Hitler. C'est la découverte du poison invisible. La mécanique du rejet se dévoile. Au début, Hans cherche des excuses, il refuse de comprendre. Mais la vérité finit par éclater. La mère de Conrad, elle est juive. D'une haine pure, systémique, irrationnelle. Elle a probablement jamais fréquenté un seul juif de sa vie. C'est souvent le cas avec ce genre de haine aveugle. Elle les considère comme la cause de tous les maux de l'Allemagne. Le père de Conrad, lui, est un diplomate. Il n'a peut-être pas d'opinion politique aussi radicale, mais il aime le confort. Il choisit la paix de son foyer plutôt que de prendre la défense de l'ami de son fils. Donc Conrad se retrouve prisonnier. C'est ça. Pour sauver son amitié avec Hans, il décide de cloisonner sa réalité. Il invite Hans en cachette, il invente des excuses bidons pour justifier l'absence de ses parents. Mais essayer de maintenir des cloisons étanches entre la politique et l'intime dans l'Allemagne de fin 1932, c'est une illusion totale. L'histoire finit toujours par forcer la porte, quoi. Ce qui nous amène inexorablement vers la scène la plus cruelle du récit, le point de non-retour. La scène de l'opéra. C'est une soirée de gala à l'Opéra de Stuttgart. On donne une représentation de Fidelio. C'est l'événement mondain de la saison. Le président est présent, toute la noblesse de la ville parade dans le grand hall. Hans est venu avec ses parents. Et soudain, il voit l'entrée majestueuse de la famille Hohenfels. Ils arrivent comme des rois. Ils fendent la foule comme des têtes couronnées. Au moment de l'entracte, Hans se positionne stratégiquement au milieu du hall principal, le cœur battant. Il attend que Conrad, son frère d'âme, vienne le saluer publiquement. Conrad s'avance au bras de sa mère. Il marche dans la direction de Hans. Leurs regards se croisent de manière très évidente. Et là, c'est la chute. Il ne s'arrête pas. Il n'esquisse pas même l'ombre d'un sourire. Il détourne les yeux et effleure simplement le revers de sa veste d'un geste machinal comme pour chasser un grain de poussière, et il passe son chemin. Il le raille de son existence en une fraction de seconde. Ce geste, cette absence de geste plutôt, c'est l'effondrement de tout le système de croyance de Hans. C'est l'illustration glaçante de la lâcheté sociale. À ce stade, Conrad n'est pas encore endoctriné.
Il agit sous la pression de son héritage aristocratique, le regard terrifiant de sa mère et le jugement de toute cette cour mondaine. Il n'a pas le courage de s'assumer. En refusant de reconnaître Hans en public, il lui envoie un message clair. Leur amitié est honteuse. Elle n'a pas le droit d'exister dans le monde réel. Symboliquement, les immenses grilles en fer forgé de la maison Wenfels viennent de se refermer à double tour. Le lendemain matin, l'affrontement est inévitable. Hans le confronte devant le lycée. Et Conrad, le visage fermé, rongé par une tristesse résignée, finit par avouer la vérité. Il avoue la haine de sa mère, il explique qu'il ne peut rien y faire, l'amitié est brisée. Et à partir de là, le rythme s'accélère brutalement. On bascule dans le cauchemar collectif. C'est la rentrée scolaire. Le lycée, qui jusqu'ici semble être une forteresse intellectuelle à l'abri des tempêtes, est infecté de l'intérieur. Un nouveau professeur d'histoire débarque, R. Pomptitsky. R. Pompetski est l'incarnation parfaite de la propagande. Il ne crie pas, il garde un calme professoral terrifiant. Il explique aux élèves que les manuels d'histoire doivent être réécrits, il commence à parler de la pureté du sang, il désigne des puissances des ténèbres responsables de l'humiliation de l'Allemagne. Il prononce même pas le mot juif, il n'en aura pas besoin. Non, le poison se distille méthodiquement. L'école, ce sanctuaire de la pensée libre, devient une usine à fabriquer de l'intolérance. Et les conséquences sont immédiates. Les élèves avec qui Hans a grandi, avec qui il a échangé des billes pendant des années, se transforment du jour au lendemain en tortionnaires. Un garçon nommé Bolacher commence à harceler Hans. Il glisse des tracts antisémites sur son bureau, il lui dit de retourner en Palestine. La violence ordinaire qui s'installe ? Un jour, la provocation va trop loin, et Hans, poussé à bout, se jette sur lui. Une bagarre brutale et sanglante éclate au milieu des pupitres. Mais le détail qui rend cette scène totalement insoutenable, c'est pas la violence physique, c'est l'attitude de Conrad. Conrad regarde ailleurs. Pendant que son ancien meilleur ami se fait lyncher moralement et physiquement, Conrad est assis à quelques mètres de là. Et il regarde par la fenêtre. L'indifférence absolue. L'indifférence complice est souvent une violence bien pire que les coups eux-mêmes. Conrad a fait son choix. Il a choisi la sécurité du troupeau. Et pour pouvoir vivre avec lui-même, il va avoir besoin d'une justification. L'idéologie va venir combler le vide de son courage. Nous sommes début 1933. L'air en Allemagne devient littéralement irrespirable. Les parents de Hans finissent par comprendre, mais beaucoup trop tard. Ils prennent la décision déchirante de sauver leur fils unique et de l'envoyer vivre en Amérique. Et juste avant son départ précipité, Hans reçoit une dernière lettre. C'est une lettre de Conrad, et son contenu fait froid dans le dos. Cette lettre est le chef-d'œuvre de la rationalisation de l'inacceptable, tu vois. Conrad, il justifie sa trahison. Il explique à Hans qu'il a eu l'occasion de rencontrer Adolf Hitler en personne et qu'il a été totalement subjugué par son charisme. Il se dit persuadé que le nazisme est la seule voie pour sauver la nation allemande. C'est à vomir. Il écrit à Hans, avec une condescendance qui donne la nausée, qu'il regrette son départ, mais qu'il est convaincu qu'Hitler saura reconnaître les, je cite, « bons éléments » et qu'un jour ils pourront peut-être se revoir dans une Allemagne purifiée. C'est l'amputation d'une âme. Conrad utilise le vocabulaire même des bourreaux pour se donner bonne conscience. Suite à ça, le récit effectue un saut vertigineux dans le temps. L'ellipse est brutale. 30 longues années se sont écoulées. Nous retrouvons Hans aux États-Unis. Une toute autre vie. En apparence, c'est une réussite éclatante. Il a étudié dans les meilleures universités, il est devenu un avocat redoutable, il a épousé une Américaine, il a une situation très confortable. Mais à l'intérieur, c'est un champ de ruines absolu. Le rêveur de saison qui voulait devenir poète est mort. La douleur de l'exil s'est doublée de la culpabilité du survivant. Hans apprend plus tard que ses parents n'ont pas fui. Son père, cet homme fier qui adorait son pays, a vu la haine se refermer sur lui. L'acte final du père est bouleversant. L'histoire raconte que lorsque les nazis ont commencé à bloquer l'entrée des cabinets médicaux juifs, le père de Hans a fait un acte de protestation à la fois dérisoire et sublime. Il a revêtu son vieil uniforme militaire de la Première Guerre mondiale, il a épinglé sa croix de fer sur sa poitrine et il s'est planté fièrement devant la porte de son cabinet, défiant la jeune garde nazie. Mais la foule s'est contentée de ricaner. Ouais. Quelques jours plus tard, le cœur brisé, vaincu par la trahison de sa patrie, le père a ouvert le gaz dans l'appartement familial, emportant sa femme avec lui dans la mort. Depuis ce jour, Hans a érigé une forteresse autour de ses émotions. Il refuse catégoriquement d'avoir le moindre lien avec son passé. Il refuse de parler allemand, il fuit toute personne venant de ce pays. L'Allemagne est un tombeau scellé. Mais on n'enterre jamais totalement le passé. Jamais.
Un jour, le courrier habituel arrive sur le bureau de son cabinet d'avocat à New York. Au milieu des dossiers juridiques, il y a une enveloppe banale, en provenance d'Allemagne. C'est un courrier de son ancien lycée, le Karl Alexander Gymnasium. La direction lance un appel aux dons pour ériger une plaque commémorative en l'honneur des anciens élèves tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a la fameuse liste. Un petit fascicule de quelques pages, couvert de noms imprimés en petits caractères. Tous les garçons avec qui il a partagé ses journées. C'est un moment de tension psychologique absolument insoutenable. Hans prend le fascicule. Il lit les noms. Il retrouve ceux de ses anciens tortionnaires. Beaulâché, mort de froid dans les immensités glacées de Russie. Un autre, pulvérisé par une mine en Afrique du Nord. Il ressent une forme de justice macabre. Non bon. Totalement. Une satisfaction sombre et implacable. C'est la revanche ultime de celui qui a été chassé. Il est vivant, dans son beau bureau américain, et ses bourreaux sont morts sans sépulture. Mais au fond de lui, il sait qu'il y a un seul nom qui compte vraiment. Un seul nom qu'il cherche frénétiquement tout en redoutant de le trouver. La lettre H. Il sait très bien ce qui risque de se trouver à la lettre H. Pendant des heures, Hans tourne autour de ce petit bout de papier. Il essaye de dicter des lettres à sa secrétaire. Il se lève, regarde par la fenêtre. Il veut déchirer le fascicule et le jeter à la poubelle. Mais la tension est trop forte. L'angoisse de ne pas savoir finit par briser ses défenses. Il a besoin de savoir. Il cède. Son doigt glisse lentement sur la page imprimée. Il passe les A, les B, les C, et il arrive à la lettre H. Hohenfels. Konrad von Hohenfels. C'est l'instant précis où le temps suspend son vol. Tout le poids des 30 dernières années est concentré sur une seule ligne de texte. Ce que Hans découvre, écrit juste là, dans ces quelques mots laconiques à côté du nom de son ancien ami, va pulvériser la moindre de ses certitudes. Cette unique phrase imprimée va venir racheter 30 ans d'une haine repuite. Elle donne soudainement un sens foudroyant au titre même de cette histoire, l'ami retrouvé. Que s'est-il passé pour Konrad pendant la guerre? Quelle trajectoire secrète l'a conduit à sa fin? Quelle vérité cette dernière ligne a-t-elle révélée à Hans pour que sa vision du passé bascule une ultime fois? Pour comprendre l'ampleur phénoménale de ce secret, pour saisir comment une trahison aussi profonde peut au tout dernier instant trouver une forme de rédemption face à l'histoire, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut s'immerger soi-même dans cette histoire. La véritable amitié est-elle capable de survivre à la pire folie destructrice de l'humanité? La réponse se trouve à la toute dernière page de ce livre bouleversant. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.